Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Allô Mélissa, rebonjour Andréane. Allô, allô? On arrive à notre dernier épisode de la série microbiote. Donc, on va s'attarder chez le microbiote chez les enfants au-delà de 3 ans. Donc, une fois qu'on a passé les 1000 premiers jours. Andréane, est-ce qu'il est trop tard après les 1000 premiers jours pour cotiser à notre microbiote? Il n'est jamais trop tard. Il y a une chanson d'ailleurs, comme ça, il n'est jamais trop tard pour y croire. Oui. Mais là, c'est beaucoup plus que pour y croire. Donc, il n'est jamais trop tard pour agir. En fait, passé 3 ans, il y a 40% environ du microbiote intestinal qui peut être modifié. Puis, sur ce 40%-là, c'est pas un petit 40%, là. C'est quand même un gros 40% qui peut avoir des impacts majeurs, en fait. Puis, dans ce 40%-là, 52% appartient à l'alimentation. Donc, à ce sur quoi on a du contrôle. Donc, ça, c'est assez phénoménal. Alors, non, il n'est pas trop tard. Maintenant, c'est sûr que tout ce qu'on a dit dans les épisodes précédents doivent encore, évidemment, être intégrés, mais on peut pousser un petit peu plus loin en fonction de ce qu'on vit dans cette période-là en tant que jeune ou bien en tant que parent de ces jeunes. Oui, tout à fait, parce que 3 ans, 4 ans, tu es rendu 8, 9 ans. Ado aussi. Ados, tu sais, je veux dire, ils décident un petit peu plus de ce qu'ils ont le goût de manger, d'avoir dans leur boîte à lunch, selon les habitudes qu'on a instaurées étant plus jeunes. Donc, encore une fois, tu sais, les présenter, l'inclure, je pense, dans les habitudes familiales assez jeunes pour que ça reste plus tard dans la vie chez nos cocos. Andréane, j'aimerais te poser une question sur les produits très marketing adressés aux enfants. Donc, je fais référence, mettons, par exemple, aux petits yogourts qu'on peut voir ou des yogourts à boire. Puis là, c'est écrit Immunité Plus. Puis le parent, tu sais, qui a son enfant fait souvent des otites, il y a le nez qui coule. Est-ce que ça pourrait être intéressant comme produit? En fait, il faut toujours se demander combien de probiotiques ces produits-là contiennent, parce que pour avoir un réel impact, il faut que ça ait minimum 1 milliard, finalement, de souches bactériennes à l'intérieur du produit. Puis en même temps, bien, tout dépend aussi de l'âge de l'enfant, parce qu'une petite shot de 1 milliard de bactéries, bien, dans un enfant, dans une petite bédaine d'un enfant de 3 ans, ça se peut que ça réagisse un peu, que ça crée des ballonnements, des flatulences, un petit peu de crampes. Donc, même chez l'adulte, quand on commence des probiotiques, faut être un petit peu à l'écoute de nos symptômes, puis se donner comme 1 à 2 semaines pour voir, bien, est-ce que les symptômes un peu plus désagréables s'en vont? Et si ce n'est pas le cas, bien, on change de probiotique. C'est que celui qu'on a pris n'était pas nécessairement compatible, on va dire, avec notre microbiote. Parce que notre microbiote, c'est la première fois que je le mentionne d'ailleurs, mais j'aurais peut-être dû le faire auparavant. Le microbiote, c'est comme notre empreinte digitale. Il n'y a pas un microbiote qui est pareil. Donc, évidemment, on ne réagira pas aux probiotiques de la même façon. Alors, si mon enfant prend un petit produit commercial enrichi de probiotiques, puis mon voisin, par exemple, le prend, les deux réagiront peut-être pas de la même façon au produit en question. Bon, parfois, quand on a la dose de bactéries finalement recommandée, ça se peut que ça devienne un produit, oui, qui est intéressant pour les probiotiques que ça contient, mais attention,
Rappelez-vous que l'alimentation, là, c'est notre carburant. Donc, la première chose que vous devez aller voir sur un aliment, c'est la liste d'ingrédients. Quelle est la qualité du carburant que vous mettez dans votre voiture ou dans la voiture de vos petits poux et petites poulettes? Alors, quand la liste d'ingrédients est très, très longue, donc oui, on a une source de probiotiques, mais en même temps, on a une source de plein d'additifs, de sucre, de ci, de ça. Et je me dis, bon, ben, tant qu'à ça, on est aussi bien de prendre un yogourt régulier, nature, dans lequel on met des fruits, un peu de sirop d'érable, puis on ajoutera notre probiotique autrement. Tout à fait. Puis on suit également tu sais, le budget familial. Si on regarde le prix du probiotique tout seul versus intégré dans un yogourt, donc on y va avec le budget familial, mais je pense qu'il y a moyen de faire des petits ajouts pour toujours cotiser, en fait, à ce microbiote. Je pense que c'est une cotisation à vie, c'est comme nos réels. Souvent, Oui. on cotise, tout le temps pour avoir un microbiote diversifié le plus sain possible chez nos cocos. Alors, c'est les mêmes recommandations, je pense, lors d'un rhume, d'une grippe, d'une gastro, peu importe l'âge, et de suivre peut-être la posologie. Est-ce que tu dirais vraiment de suivre la posologie lorsqu'on prend un supplément de probiotiques qui est à part? Donc, des fois, ils vont écrire, mettons, de 3 à 6, en haut de 6 ans, en haut de 12 ans. Donc, on suit la posologie. Puis si on remarque qu'il y a des effets secondaires désagréables, de baisser un petit peu la dose ou de changer de supplément, en fait. Exactement. On diminue Ouais. d'abord un petit peu la dose, là, puis ensuite, on se rend compte que les symptômes désagréables, c'est souvent au niveau digestif. Là, dans le fond, perdure dans le temps, on peut effectivement changer de souche bactérienne, là, finalement, qu'on ajoute. Ouais. Tu as parlé de pourcentage de l'alimentation qui a un effet sur le microbiote. Qu'est-ce qui va influencer aussi? Tu sais, on parle de 3 ans et plus, là. Est-ce que le sommeil va également influencer à ces âges-là? Puis on sait que le sommeil rendu enfant, ado, bien, des fois, ça peut être à chaque âge à ses défis, c'est ce que je dis à tous les parents. Est-ce que le sommeil aussi peut également contribuer? Est-ce que l'activité physique peut également contribuer? Est-ce qu'il y a moyen d'intégrer une activité ou du yoga ou de la méditation chez les enfants? J'aimerais ça t'entendre voir l'effet des autres choses que l'alimentation sur le microbiote de nos petits cocos. Définitivement, là, toutes les habitudes de vie en général vont avoir un impact sur le microbiote et je voudrais vice-versa un peu. En fait, le stress va avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal, donc ça va créer justement cette fameuse perméabilité-là dont on parle là, depuis quelques épisodes déjà. Ça va augmenter un petit peu l'inflammation, ce qui va nous mettre à risque pour d'autres problèmes de santé, mais on sait aussi que la qualité du microbiote intestinal va influencer notre capacité à mieux gérer notre stress ou non. Puis si je me permets juste une petite parenthèse, une explication, en fait, quand vous consommez vos couleurs, donc vos fibres alimentaires, vous venez nourrir les bactéries. Les bactéries vont fermenter les fibres alimentaires provenant de ces couleurs-là. Puis en les fermentant, elles vont produire des petites molécules. Puis il y a une molécule qui est vraiment, vraiment étudiée, ça s'appelle le butyrate. C'est un acide gras à chaîne courte. Donc, si vous lisez un petit peu plus là-dessus, je voulais vous mentionner le terme complet. Donc, le butyrate en soi a des impacts majeurs sur plein de choses. Premièrement, ça va nourrir nos cellules intestinales, donc ça va augmenter notre fameuse couche de mucus là, pour favoriser nos défenses immunitaires. Le butyrate va venir limiter l'inflammation, donc parfait pour la prévention de plusieurs maladies qu'on connaît. Et le butyrate va avoir un lien. Là, on a fait le lien dans la littérature sur notre gestion du stress et les symptômes dépressifs. Donc, c'est assez fou quand même à quel point la qualité du microbiote intestinal, on sait que ça a maintenant un impact sur le cerveau d'en haut également. Donc oui, on nourrit bien nos bonnes familles de bactéries avec nos couleurs, justement. Oui, puis surtout avec nos petits cocos, bon, Cosette, tu le vis aussi, mais moi aussi, je le vis. Là, on parlait de stress, mais on va parler d'anxiété aussi avec les enfants là, qui peuvent en vivre à différents niveaux. Je pense que c'est important, en effet, de le dire que d'avoir des activités pour qu'ils apprennent à réguler cette anxiété-là va aussi avoir un impact positif sur leur microbiote et de venir nourrir leur microbiote va les aider aussi dans la gestion de leur anxiété. Ils travaillent ensemble
ensemble. Là, fait que c'est super intéressant de faire ce lien-là aussi. Là. Exactement. Puis tu demandais, Cosette, tu sais, quels sont les autres éléments qui peuvent avoir un impact sur le microbiote, mais je ne dis pas à toutes les familles de s'acheter un animal de compagnie, mais si on en a un, ça aussi, ça peut aider. Le simple fait de jardiner un peu, prendre soin des plantes si l'enfant aime ça, évidemment. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, c'est le contact avec la nature, qui est super, super important pour diversifier notre microbiote intestinal. Donc, oui, les enfants doivent bouger, mais s'ils bougent dehors, c'est encore mieux. Oui, mieux, c'est ça. Ouais. Je les laissais manger quelques petites poignées de Poignées de terre, terre. comme on mangeait du sable quand on était plus petits. Exactement. Puis on n'est pas obligé de les pureliser tout le temps. Hein. Au Oui. contraire, faut en fait que notre microbiote intestinal soit en contact, pas nécessairement à tout prix avec des bactéries pathogènes. Là. C'est loin d'être ça que je suis en train de dire, mais ça prend quand même un certain contact pour que le système immunitaire soit capable de dire OK, cette bactérie pathogène-là, elle existe. Je vais fabriquer des anticorps pour pouvoir réagir finalement à tout ça. Donc, il faut être en contact avec le monde extérieur. Oui, si on est trop aseptisé, puis on peut faire le lien là, avec les 2 dernières années qu'on a vécues, là, où tout notre environnement était très, très, très aseptisé. Puis le simple... Oui, tellement, puis de différentes façons. Puis le simple fait aussi d'être en groupe, donc de socialiser, le fait de... Je veux dire, quand on se touche, quand on se parle, il y a des échanges microbiens qui se font. Alors, ça aussi, ça va avoir un impact. Donc, tu sais, les sports d'équipe, ça va aider à la qualité du microbiote intestinal. Et à la santé mentale aussi. Oui, Mon Dieu, ça. que ça nous a fait du bien. En tout cas, les filles, je vais penser à vous, à la première bouchée de terre que je vais laisser mon coco prendre. Je vais penser à vous deux. Les 2 cocos étaient passionnés par tout ce qui est de la terre, de la roche, les vers de terre. Écoute, ils goûtaient à tout, moi, les 2 petits. Puis je les laissais faire. Mon Dieu! Ça marche. Et tu vois, en tout cas, c'est bénéfique selon le niveau d'aisance du parent, je dirais. Oui, absolument. Puis à un moment donné, le jugement du parent est important aussi. Là. On ne laisse pas ça. notre enfant licher n'importe quoi. Là. Non, c'est ça. Non. J'ai une question pour toi concernant le mucus qu'on pourrait retrouver dans les couches des bébés. On revient un petit peu en arrière, mais même chez les enfants un petit peu plus vieux. Est-ce que ça a un lien avec la santé du microbiote, le fait que, mettons, on ouvre une couche puis on voit le mucus? Ou est-ce que notre enfant va aux toilettes puis on regarde ce qu'il y a dans la toilette ou il s'essuie, ou est-ce qu'ils sont dans l'étape de l'acquisition de la continence? Est-ce que ça devrait nous alarmer? Oui, dans le fond, c'est une super bonne question parce que souvent, quand je parle de la couche de mucus qui va favoriser nos défenses immunitaires, c'est pas le même mucus qu'on peut retrouver justement dans les selles puis qui sont souvent un signe un peu négatif de la digestion, là, dans le fond. Donc, ce mucus, c'est pas la même chose. Donc, le mucus à l'intérieur, sur la couche finalement de cellules intestinales, ça, on en a besoin. Le mucus qu'on retrouve souvent dans les selles, ça va être en fait, c'est un gras mal absorbé. Donc, régulièrement, c'est ce qui se passe. Donc, ça nous dit qu'il y a peut-être un petit déficit, soit un petit déficit enzymatique, ou soit qu'on n'a pas nécessairement, disons qu'on a mangé peut-être un petit peu trop gras par rapport à ce que notre microbiote était capable de faire comme digestion à travers tout ça. Donc, il y a quand même différentes pistes, différentes hypothèses là, qu'on peut mettre de l'avant. Mais chose certaine, il ne s'agit pas du même mucus. OK. Je ne suis pas en train de perdre ma belle couche de mucus si jamais je le vois. Non. Puis là, ça reste aussi, je pense à la responsabilité du parent de consulter, d'en parler avec le gastro-entérologue ou le médecin parce que ça peut être un signe de tellement de choses, puis c'est pas ça le but du balado, mais je voulais juste clarifier que c'est pas la même chose qu'on est en train de perdre. Il n'est pas en train de perdre le mucus et sa barrière. C'est bien. Non, mais chose certaine, c'est pas normal non plus de retrouver ce mucus-là là, dans les selles, donc consultez à ce moment-là. Oui. C'est normal, des fois, si on est dans un épisode de maladie, on morve. Tu sais, les enfants ne savent pas nécessairement bien se moucher et sortir. Donc, ça se peut qu'ils l'avalent et que ça se retrouve, cette texture-là, ça donne des images, là, cette texture-là, que ça se retrouve dans la couche de l'enfant. Donc, la même chose comme lorsqu'on mange des betteraves, ça va colorer quand même, on mange des bleuets, ça va colorer quand même. Donc, ce qui rentre va avoir une influence sur ce qui va sortir. Aux parents, autant au niveau de l'odeur, de la texture que de la couleur et la fréquence également. Oui. On a parlé de l'alimentation. Est-ce qu'on pourrait glisser un mot sur les breuvages qu'on voit chez les enfants et leur impact sur la santé digestive? Est-ce qu'on peut glisser un mot sur les jus
les boissons, les liqueurs, donc les boissons gazeuses chez les enfants et peut-être lait versus boisson végétale, si ça te tente. Oui, côté microbiote, en fait, là, Ouais. je voudrais les deux seuls liens qu'on peut faire, c'est vraiment au niveau des sucres très rapides. Donc, c'est sûr que quand on prend, par exemple, un grand verre de jus ou un grand verre de liqueur régulière, là, on se retrouve avec énormément de sucre qui arrive en même temps dans le tube digestif. Ça va fermenter au niveau du tube digestif, mais pas nécessairement de la bonne façon, là, en ce sens qu'on peut se retrouver avec quand même beaucoup de problèmes intestinaux, en fait, des symptômes qui vont ressembler beaucoup à un syndrome de l'intestin irritable. Puis en même temps, on sait que pour l'énergie, ce n'est pas l'idéal non plus parce qu'on va absorber ce sucre-là très rapidement. Puis qu'est-ce qui suit un pic de sucre? Souvent, c'est une baisse de sucre au niveau du feeling énergétique, là, finalement. Donc, juste pour le volet concentration-énergie, on essaie peut-être de limiter les portions. Donc, si on aime le jus, si l'enfant aime le jus puis que c'est notre seule source de vitamine C dans la journée, peut-être une demi-tasse au lieu de 3 tasses. Bon, j'exagère, mais quand même. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, beaucoup de parents ou d'enfants pensant bien faire vont prendre les versions diète ou allégées en se disant il n'y a pas de sucre à l'intérieur, c'est mieux. Mais les mosus de succédanés de sucre, donc sucralose, aspartame, les sorbitol, xylitol et autres, est-ce qu'il m'en manque là, dans ceux que j'ai mentionnés? Il y a l'acide sulfate potassium qu'on voit souvent dans les boissons, là, je pense, ajouter diète. Il y a aussi la carraginée, je ne sais pas quoi, là, ça c'est un nouvel additif qu'on retrouve notamment dans les produits protéinés, les laits protéinés, entre autres. La maltodextrine, qui est comme un faux sucre camouflé un peu, là. Donc, encore là, la liste d'ingrédients devient hyper pertinente. Hein? Donc, ça, on sait que ça nuit à la qualité du microbiote intestinal. C'est pas parce qu'on en boit une boisson de temps en temps que ça va avoir un impact. Mais c'est la consommation régulière de ça qui va graduellement créer une dysbiose, une perturbation au niveau du microbiote et donc tous les effets négatifs qu'on y connaît. Donc, je vous dirais, si on va... Est-ce que, si on reste dans les succédanés, est-ce que le stevia a le même impact sur le microbiote? Non, c'est une super bonne question que j'ai d'ailleurs posée à un chercheur qui se concentre là-dessus, justement, à l'INAF, ici à Québec, en fait. Le stevia, chez le modèle animal et humain, n'a pas cet impact-là. Par contre, le stevia a quand même un pouvoir sucrant très, très, très élevé. Donc, nos papilles demeurent dans un environnement sucré, ce qui fait qu'on va toujours vouloir en consommer davantage. Oui, exactement, mais c'était pour le microbiote versus justement tous les faux sucres, parce que veut pas, on le voit, là, il n'y a pas d'édulcorants, c'est des édulcorants naturels, donc souvent, ils vont utiliser le stevia versus édulcorants artificiels, où là, on a ceux qu'on a nommé un petit peu plus tôt, fait que c'est bien d'avoir une super bonne question. Oui, c'est ça. Puis, pour revenir à la question lait ou boisson végétale, je crois rendu là que ça appartient beaucoup aux parents là, de prendre cette décision-là. Maintenant, quand on s'en va vers la boisson végétale, simplement s'assurer qu'on ait quand même un enrichissement en calcium, vitamine D aussi pour le microbiote intestinal là, dans tout ça. Je vous dirais que moi-même, je vais être 100% transparente, là, moi-même en tant que maman, je me questionne beaucoup sur la longueur de la liste d'ingrédients des boissons végétales. Puis, en même temps, là, vous allez dire, mon Dieu, Andréane, c'est peut-être un peu intense, mais moi, j'ai toujours, depuis qu'on a passé au lait régulier, là, admettons, j'ai toujours fait un mélange de lait, boisson de soya, puis une autre boisson, une boisson d'amande, une boisson de coco et autres, en me disant, je vais aller chercher une diversité, une variété, finalement, de boissons. Mais à chaque fois que je vois la liste d'ingrédients, je me dis toujours, mon Dieu, est-ce que j'aide ou je nuis? La réponse, je ne l'ai pas. Je trouve ça vraiment plate de vous dire ça. Mais c'est intéressant. Oui, c'est super intéressant de t'entendre aussi le dire, puis comme tu dis, d'être très transparente dans tout ça, parce que c'est vrai que avec toute ces nouveaux aliments-là, là, puis là, on parle des boissons végétales, mais on peut penser à tout ce qui est yogourt végétaux, puis toutes les alternatives végétales à des produits qu'on a animal, là, de savoir, de un, est-ce qu'il y a un impact sur le microbiote, puis deuxièmement, comme tu dis, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup parce qu'on parle des aliments ultra transformés, mais qu'il faut aller voir ces aliments-là. Oui, ultimement, ça devient une source végétale, mais si, en effet, la liste d'ingrédients est extrêmement longue, quel bienfait, puis est-ce que ça vient annuler un peu le bienfait que c'est... Fait que c'est là que je trouve ça intéressant que tu nous aies été très transparente dans ta réponse, puis qu'en effet, ça peut être des fois quelque chose à aller voir là, d'une compagnie à l'autre, puis qu'est-ce qui me ferait choisir une boisson végétale plutôt qu'une autre.
Le sucre ajouté aussi, là. C'est sûr que, tu sais, on n'aura pas tendance à aller vers un lait au chocolat, on dirait, parce qu'on se dit, ben voyons, on va donner un lait régulier. Mais c'est drôle, quand on tombe dans la boisson végétale, ben là, on dirait que ça ne nous dérange pas d'aller vers le vanille, le chocolat ou même la boisson originale qui contient quand même beaucoup de sucre ajouté. Donc, version nature sera toujours la meilleure, évidemment. Oui. C'est une question de est-ce que l'enfant va l'accepter? Puis j'adore l'équilibre que tu fais. Je fais la même chose chez nous. Fait que moi, on goûte vraiment à tout, on varie. Parce que les enfants ont besoin de voir une variété avec les yeux au niveau de la bouche. Puis je me dis, ben ça varie aussi ce que notre microbiote voit. Dans le bedon, puis tu sais, moi, la boisson de soya, là, j'ai bu ça pour la première fois à l'université. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de leur faire découvrir ces goûts-là, de leur montrer qu'il y a d'autres types de lait qui existent, de les rendre disponibles pour venir, en effet, diversifier le développement de leur goût, puis qu'eux, après ça, ils détermineront quand ils seront plus vieux lequel ils préfèrent s'ils continuent d'en prendre de différentes souches. Là. Mais c'est une question qu'on reçoit souvent aussi des parents, puis veut pas, on l'a aussi dans la société. Est-ce qu'il y en a un qui est nécessairement mieux qu'un autre? Puis est-ce que je devrais arrêter le lait de vache puis juste donner des boissons végétales? Bien là, comme tu l'as dit, ça dépend des valeurs de chaque famille, mais après ça, vous pouvez en effet diversifier puis essayer peut-être qu'en effet, que ce ne soit pas trop transformé ou un peu comme on a dit pour le jus de fruits aussi, que bon, si exemple, le petit coco prend son petit verre de lait au chocolat à tous les matins, bien, ça reste des petites quantités, ça reste une boisson sucrée, fait qu'on ne veut juste pas qu'il en prenne non plus des trop grandes quantités puis que ce soit la seule façon de s'hydrater dans la journée. On reste avec l'équilibre toujours. Là. Absolument. Que penses-tu de la vitamine C? Souvent, parce que moi, quand j'étais petite, ma mère elle me donnait une espèce de petite capsule de vitamine C. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ça vaut la peine de miser un peu là-dessus lorsqu'on est malade, côté vitamine C? Ou pour prévenir aussi. Là, prévenir, oui. Et quand l'automne, l'hiver arrive, là, ils se mettent à prendre leur supplément de vitamine C parce qu'ils veulent prévenir les grippes. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, j'ai aucune science pour vous dire oui. Alors, voilà. Des fois, je me dis, peut-être que l'effet placebo est tellement fort que j'aurais tendance à dire, ben, vous y croyez tellement que ça vaut la peine, donc continuez-le. Mais pas parce qu'il y a de la science derrière ça. Puis vous savez, la vitamine C, c'est tellement facile d'avoir 100% de nos apports dans une journée. Si moindrement on mange un petit peu de portion de fruits et légumes ici et là, je pense pas que ce soit ça qui fasse la différence. Je miserais plutôt sur la qualité globale du microbiote. Oui, la diversité, c'est ça. Tout à fait. Puis que penses-tu des suppléments multivitamines? Tu sais, des fois, on dit, ben, ils mangent so-so, supplément de multivitamines. Est-ce que ça vaut la peine? Encore une fois, pour prévenir, parce que souvent, ils nous disent, il ne mange pas bien, il est tout le temps malade parce qu'il ne mange pas bien. D'un point de vue de l'immunité. Là. D'un point de vue vraiment immunité, prévention des rhumes, prévention de la gastro, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Où on est vraiment encore alimentation, microbiote et non pas vers un supplément de multi-X? Non. Puis de toute façon, des fois, dans les multivitamines, on ne sait pas tout à fait, au niveau du dosage. Bon, les compagnies nous disent que oui, mais au niveau du dosage, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction finalement à travers tout ça? On sait que l'alimentation, la nutrition, c'est toute la beauté de la nutrition vient de sa complexité, des fois, je trouve. Là. Puis, est-ce que vraiment on va retirer de multivitamines tout ce qu'on aurait retiré des aliments qui contiennent ça? Je ne suis vraiment pas certaine là, dans le volet absorption de comment ça se passe. Est-ce que les éléments biochimiques, admettons, contenus dans un aliment versus de le prendre en poudre dans une gélule, est-ce que ça a vraiment le même impact? On n'a vraiment pas assez de science pour être capable de se positionner. En même temps, c'est drôle, hein, mais j'aurais envie de vous relancer la question, mesdames, considérant que vous travaillez auprès d'un public très jeune. Quand un enfant, justement, ne s'alimente pas de façon adéquate, est-ce que oui, vous y allez pour une multivitamine pour venir compléter, dans le fond, leurs apports? En fait, on va cibler, on va, via le relevé alimentaire de plusieurs jours, même au-delà de plusieurs semaines, on va aller voir est-ce qu'il y a un groupe d'aliments qui regroupe, mettons, une vitamine en particulier ou un minéraux, puis on va aller cibler et non pas aller un gros spectre de n'importe quoi. C'est comme un peu les probiotiques. On va aller essayer de cibler pour ne pas supplémenter parce que des fois, ça peut créer comme une fausse sécurité, je dirais, pour le parent. Alors, je veux dire, on va mettre en place des stratégies au niveau alimentaire, mais en attendant, on va vous donner un petit boost de celle-ci, mais c'est temporaire parce qu'au niveau de l'absorption et tout ça,
on n'a pas d'études pour dire « Ah, ben oui, c'est correct, la dose, ça peut remplacer. » On n'est pas certaine, mais c'est sûr que c'est l'alimentation en premier. Mettre des stratégies en place pour améliorer le profil alimentaire via l'alimentation, mais en attendant, on peut donner un petit quelque chose. Mais rarement, on va suggérer une multi. Comme ça, c'est un peu comme les souches de probio. Il faut vraiment cibler selon la condition chez les cocos. Puis on le sait, chez les petits cocos un peu plus sélectifs, on va aller vers un supplément très souvent qui va contenir un petit peu plus de fer parce que souvent, c'est une des choses qui va être un peu moins bien présente dans l'alimentation que l'enfant a accepté, du zinc, de la B12. Donc, je te dirais, c'est plus vers ceux-là qu'on va se diriger et non pas une multi, parce que des multis chez les enfants contiennent du zinc, du fer, ben, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc, d'y aller comme ça, puis facilement, au niveau de l'absorption, est-ce que c'est plus liquide? Est-ce que c'est plus gélule? Est-ce que c'est plus capsule? Donc, selon les marques, puis selon, on essaie de favoriser aussi les marques québécoises, alors, c'est vraiment du cas par cas. Je dirais rarement on va y aller, prenez celle-ci, puis Exact. Chez l'adulte, gage de la même sécurité. chose. C'est exactement la un même. petit peu comme les recommandations chez l'adulte. Puis même nos enfants qui sont dans des périodes de plus grande sélectivité, quand nous, on fait les relevés alimentaires, comme Cosette le dit, on va aller vérifier les groupes d'aliments. Puis c'est sûr que si on remarque qu'il y a vraiment un groupe qui est déficient, on va aller cibler. Mais habituellement, les enfants réussissent quand même toujours à aller chercher quelque chose un petit peu partout. Fait que ce qui fait que nous, on n'a pas tant d'inquiétude. En moins, vraiment qu'il y a des prises de sang qui démontrent qu'il y a des carences, mais sinon, là, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va aller d'emblée, là. Oui, c'est important, il faut que vous le preniez. Non. Puis tu l'as dit tantôt, Andréane, c'est pas juste l'alimentation, c'est incroyable à quel point le sommeil des enfants influence leur alimentation. Ben, le nombre d'heures, c'est ça. la routine, le fait de bouger, d'aller, c'est incroyable. C'est des conseils assez simples. Je dirais, c'est pas compliqué, mais ça a un impact positif sur la curiosité, sur la variété de l'alimentation des cocos. Donc, des fois, les parents sont surpris de voir que OK, c'est juste ça, je n'ai pas besoin d'un supplément de médicaments. Je pense qu'on est tellement petit d'entendre médicaliser un peu l'alimentation des enfants. Des fois, ça n'a pas lieu d'être. C'est tout simplement de revenir à la base, comme tu l'as dit. Oui. Revenir à la base pour, en fait, avoir un enfant qui est heureux, qui est, bien dans sa tête, bien dans son corps, comme le dit si bien le groupe équilibre, vraiment dès son jeune âge. Autant pour lui que pour son microbiote. Oui, exactement. Puis on a dit que le stress est affecté. On ne veut pas que l'heure des repas devienne une source de stress supplémentaire pour les petits cocos non plus. Donc, c'est là qu'on reste avec nos conseils de base. Le repas au centre de la table, quand on peut le faire, on laisse les enfants déterminer, ce qu'ils vont manger. Mais nous, comme parents, on s'assure de mettre la couleur au menu. On s'assure de les mettre, ces aliments-là, pour que l'enfant puisse éventuellement apprendre à les manger. Mais comme je disais, de diminuer les sources de stress au repas, c'est aussi une bonne façon de prendre soin du microbiote de vos cocos. Absolument. Absolument. Mon Dieu. Et je suis tellement d'accord que je pense que ça fait 10 fois que je dis le mot « absolument ». Je trouve ça super intéressant. Et puis, je vais terminer en vous remerciant, en fait, sincèrement. Puis c'est la maman qui parle parce que j'ai écouté un de vos podcasts précédents sur la néophobie alimentaire. J'ai trouvé ça fabuleux. Puis là, si vous êtes à l'écoute et que vous ne l'avez pas écouté, vous devez aller écouter ça. C'est fabuleux. Et la phrase « Ma bouche n'est peut-être pas prête pour cet aliment-là », je pense que c'est toi, Cosette, qui avait mentionné ça. Mon garçon, la semaine dernière, m'a sorti « J'aimerais, maman, je pense que c'est... J'aimerais goûter aux champignons. Là, je pense que ma bouche est prête pour ça. » J'ai dit « Aïe, aïe! » C'est fascinant! Mais bref, merci pour tous ces trucs que vous donnez au quotidien à la communauté de parents que nous sommes. Là. Franchement, vous faites vraiment une énorme différence. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis la raison du pourquoi je mets ça sur la bouche, c'est pour pas que ça soit sur les épaules de l'enfant. C'est pas volontaire. C'est ma bouche qui veut pas. Je suis pas prête. Donc, ça enlève un peu de l'anxiété à l'enfant. C'est de la psychologie alimentaire. Mais même comme parents, en changeant notre perception puis en changeant notre langage, moi-même maintenant, ben non, j'ai pas encore appris à aimer ça. Puis ben ce soir, ça me tente pas de l'essayer. Puis peut-être qu'une autre fois, ça va, tu sais. Mais j'ai juste pas encore appris à l'aimer. Puis ma bouche est peut-être pas prête ce soir, en effet. Mais de changer la perception comme parent et de changer notre langage, ça fait que l'enfant, après ça, lui aussi, on reste surpris. Puis hey, je pense que là, ma bouche, elle est prête. Puis là, on fait « Oh yes! » Oui. Enfin, j'ai trouvé ça fabuleux. Merci beaucoup. Merci.
Andréane, j'aimerais qu'on termine cette série-là en parlant de ton challenge Pimpe ton microbiote. Ceux qui ne le connaissent pas, je pense que tu le donnes 1 ou 2 fois par année, si je ne me trompe pas. Là, je pense que... En tout cas, il y a une surprise, je pense qu'il s'en vient en 2023. C'est ça? On avait fait, dans le fond, notre première édition était au printemps 2021. On a fait une deuxième édition au printemps 2022. D'ailleurs, les challenges, même si vous ne le faites pas en même temps que tout le monde, sont encore disponibles sur mon site web, andreanemartin.com. C'est vraiment le fun parce que, premièrement, les recettes, ça nous permet de sortir un peu de notre zone de confort. Comme on le fait sous forme de challenge, c'est 1 mois où est-ce qu'on intègre vraiment tout plein de recettes qui dorlotent notre microbiote intestinal, dans le fond, puis qui nous permettent vraiment d'apprendre ce qu'est l'alimentation. On va dire l'alimentation pour un microbiote, pour des bactéries, pour un microbiote en santé. Ouais. Puis, c'est sûr que j'ai quand même un petit bémol à mentionner. Quand on souffre de problèmes intestinaux, maladies inflammatoires de l'intestin, syndrome de l'intestin irritable avec intolérance au FODMAP, on ne se lance pas dans un challenge comme celui-là parce qu'il n'est pas adapté à votre situation. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est super intéressant. Puis il y en a qui l'ont fait un peu hybride, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi à la lettre le menu, ils ont intégré des recettes par-ci, par-là. On a une belle communauté aussi, un groupe privé, là, des gens qui ont fait le challenge. C'est vraiment le fun. Donc, il y a plein de photos des recettes. Si vous voulez aller voir un peu, ça ressemble à quoi. Donc, 2023, on va changer un petit peu la formule. Je ne vous en dis pas plus, mais suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, puis vous allez découvrir ça en même temps que tout le monde. Puis, est-ce que c'est également... applicable pour des familles avec des jeunes enfants. Donc, c'est vraiment les mêmes recettes qu'on découvre tous en famille. Oui. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont moins plaire aux papilles de certains, puis je veux dire, même en tant qu'adulte. Mais l'important, c'est de partir à la découverte, dans le fond. Oui. Réveiller notre curiosité. Oui, exact. C'est pas trop tard, même comme adulte, on peut aussi continuer de découvrir. Ça peut être un beau moment, un beau challenge. Puis comme tu dis, le mode hybride aussi, là, de ne pas nécessairement se dire, oh mon Dieu, il y en a qui vont le faire plus. Je pense qu'avec des familles, ça prend de la flexibilité. Puis j'aime bien ton terme, une formule hybride. Là. Donc, ça peut peut-être sembler un petit peu plus accessible et moins épeurant là, pour certaines familles. Oui, exactement. Non, puis on a tout un meal prep, dans le fond, pour la fin de semaine. C'est pour vraiment bien faire les choses pour pas que ce soit non plus un trop gros casse-tête et que ça prenne 8 heures à cuisiner là, en une journée. Là. Donc, on est bien contents. Puis le feedback, en fait, des gens, beaucoup de personnes nous disent, dans le fond, avoir conservé dans leurs recettes régulières. Souvent, on finit toujours un peu par cuisiner les mêmes choses. Là. Ouais. Donc, nos participants nous disent, justement, avoir intégré beaucoup de ces recettes-là dans leurs recettes régulières. Donc, je me dis, ça devait être bon. Oui, en effet. Merci tellement, Andréane, pour ta participation à cette série Monde obscur microbiote. On en sait beaucoup plus. Je pense qu'on est outillés. Puis là, je pense que je vais aller à la pharmacie chercher mes probiotiques par moi, me préparer pour la première semaine post-accouchement. Alors, un gros merci. On va mettre dans la description le lien pour le challenge de Pimpe ton microbiote, le lien vers ton livre et tes plateformes Instagram, Facebook, le site web également. Et si jamais vous avez un défi au niveau de votre santé digestive, je pense que tu es la ressource, là, ça va de soi pour être ton équipe pour permettre de manger, d'être heureux et d'être bien, vraiment pour être capable de faire nos activités au courant de la journée. Je pense que c'est ça le but de ce challenge-là et de votre impact, c'est vraiment d'être capable de passer à travers nos journées en s'alimentant convenablement pour répondre à nos besoins et prévenir les maladies chroniques ou les maladies à long terme chez les adultes. Donc, si on peut commencer dès les premières bouchées, pourquoi pas? Alors, merci beaucoup. On espère que vous avez aimé la série. Si oui, n'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez des questions. Allez-y, c'est plus en lien avec le microbiote. On va les diriger à Andréane. Vous pouvez tout de suite lui écrire directement sur ses plateformes à elle. Sinon, c'est en lien avec le balado. N'hésitez pas, Mélissa et moi, ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci encore beaucoup, Andréane. Ça nous fait chaud au cœur. C'est un privilège de t'avoir eu avec nous pour ces 4 épisodes. C'est moi qui vous dis un immense merci. Je vous souhaite beaucoup de santé, en fait, mais surtout, je vais lever mon verre d'eau à la santé de votre microbiote. Yeah. Merci. Bye. Bye. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps
si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!